Donc aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la question du mentorat chez les jeunes. Le terme mentorat, si on prend la littérature anglo-saxonne, a comme trois dimensions. On va parler de youth mentoring beaucoup, donc le mentorat chez les jeunes. Et c'est pour ça que j'utilise le terme mentorat plutôt que tutorat, là, parce que je colle peut-être plus à cette littérature-là. On va aussi parfois parler de academic mentoring, quand le mentorat est pratiqué en milieu scolaire. Les programmes Grands frères, Grandes sœurs ont un volet de mentorat individuel dans la communauté par des bénévoles, mais ont aussi un volet mentorat en milieu scolaire. Et parfois même le mentorat, il y a plusieurs choses, là, peut être pratiqué par des professionnels dans le domaine de l'éducation, par exemple par des enseignants qui sont dégrevés d'une partie de leur tâche, pour faire de l'accompagnement individualisé, dans le but d'amener, d'abord à tisser une relation de confiance, mais avoir des objectifs académiques et d'amener les étudiants à rencontrer leurs objectifs. Et il y a aussi ce qu'on appelle le workplace mentoring, là, en anglais. Là, on fait référence au mentorat de carrière, là. Donc, c'est toutes des littératures qui adressent des questions parfois similaires dans des contextes très différents. Et moi, j'ai un peu, je vous dirais, flirté avec ces trois domaines-là. Je vais en parler en cours de route. Je vais aussi beaucoup utiliser le terme mentorer. Je sais que je pense que ça n'existe pas en français, là, mais au lieu de protéger, parce qu'il y a aussi une réflexion autour de... C'est pas nécessairement une relation de père ou de mère. On ne veut pas se substituer à la relation parentale dans le contexte du mentorat. Donc, en anglais, on parle de mentees et de mentors. Et je vais parler de mentorer là, pour bien asseoir les concepts ici. Donc, ce que je veux faire avec vous, c'est de poser un regard critique sur l'efficience du mentorat en expliquant les mécanismes qui opèrent à l'intérieur des dialogues. Ce qui est fascinant dans le domaine du mentorat communautaire, scolaire et même professionnel, c'est que si vous vous amusez à aller googler là, sur tous les sites d'institutions respectables, tout le monde a son programme de mentorat, puis on voit ça comme étant une panacée, puis on a une pensée magique derrière ça. C'est-à-dire qu'en pairant une personne bienveillante à une personne en besoin, on ne peut pas faire de mal, puis on ne fait qu'aider et soutenir, vous êtes dans le domaine, là, je n'ai pas à vous convaincre de ça. On s'aperçoit qu'il y a des diades de mentorat qui fonctionnent bien, puis il y a des diades de mentorat qui ne fonctionnent pas bien et qui peuvent créer des situations pires que si on n'était pas intervenu. Par exemple, Gene Rhodes, qui est probablement la personne qui a le plus travaillé dans le domaine du mentorat communautaire, notamment avec les programmes Grands frères, Grandes sœurs aux États-Unis, a montré que des interventions très courtes de mentorat, 3 mois par exemple, là, étaient associées à des effets négatifs sur l'estime de soi, sur les sentiments de compétence, par rapport à des rencontres de mentorat qui duraient 12 mois et plus. D'ailleurs, les programmes Grands frères, Grandes sœurs, lorsque tu deviens grand frère, grande sœur, tu as un engagement moral à t'impliquer au moins une année avec ton petit frère, ta petite sœur, parce qu'on sait que ça prend du temps à connecter, que le jumelage n'est pas toujours gage de succès, qu'il y a un travail pour connecter, on va parler de tout ça, avant de voir des effets probants de ce type de relation-là. Donc, moi, je me suis intéressé beaucoup à finalement ce qui se passe à l'intérieur de ces diades-là. C'est comme un mystère, là. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font des discussions itinérantes. Bon, je te rencontre aujourd'hui, on jase, on parle, comment ça va? Puis, est-ce que ça doit être organisé, structuré? Quand on fait des activités, par exemple, avec mon mentoré, est-ce qu'il y a des types d'activités qui génèrent des effets plus probants que d'autres? Comment les sentiments d'efficacité, par exemple, du mentor en cours de route peuvent affecter la qualité de la relation et éventuellement l'efficience de cette relation-là? Donc, de beaucoup travailler là, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces diades-là. Ce qui n'a pas beaucoup été fait. Il y a des méta-analyses qui montrent l'impact positif du mentorat communautaire chez les jeunes. Et je pense à David Dubois qui a écrit 2 méta-analyses, qui est le spécialiste des méta-analyses dans le domaine du mentorat, qui est une personne qui est aux États-Unis, là, qui est la personne de référence, David Dubois et Gene Rhodes, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ils documentent l'impact positif du mentorat sans nécessairement comprendre par quoi ça passe, par quel mécanisme ça passe. C'est là-dessus qu'a porté mon intérêt. Je vais donc le faire à travers une espèce de parcours de différents projets auxquels j'ai été associé. Et vous allez le voir, parfois, ça rejoint des populations qui ne sont pas nécessairement celles sur lesquelles vous intervenez. D'autres fois, peut-être un peu. On a travaillé, entre autres, sur certains programmes sont des programmes implantés dans les milieux scolaires et nous, on est venu
observer et analyser ce qui se passait dans le programme implanté. D'autres programmes comme MIR et Accès, ce sont des programmes que nous, notre équipe de recherche, on a implantés en fonction de données probantes là, sur le mentorat et on a fait des évaluations et des suivis des clientèles qui participaient à ces programmes-là. Je vais en parler en détail en cours de route, mais Zénith, c'est un programme de prévention indiqué. C'est des jeunes qui rentrent au cégep, qui avaient des bonnes moyennes, 70 et plus au secondaire, qui se sont plantés royalement à leur première session, se sont retrouvés en situation d'échec, 50% et plus d'échecs à leur première session. À la deuxième session, l'institution invite ces jeunes-là à participer au programme Zénith. Je vais en parler davantage plus tard, là. Tout ça pour vous dire que c'est un programme de prévention indiqué ici. MIR, c'est un programme de prévention universelle. Encore là, c'est des jeunes qui entrent au cégep dans le domaine des sciences, qui ont été pairés avec des étudiants de sciences à l'université et qui ont été accompagnés pendant une année scolaire dans le but d'assurer une relève scientifique, mais d'assurer le fait qu'il ne décrochera pas du domaine des sciences. Il y a toute une problématique autour de ça. Donc, je vais parler de ça un petit peu aussi. Je participe depuis presque 10 ans à 2 projets financés par les IRSC sur le programme national Grand Frère, Grande Sœur au Canada. Donc, je vais parler un petit peu de ce programme-là éventuellement et des données qu'on a recueillies autour de ce programme-là. Et un dernier programme auquel je ferai référence, c'est Accès. C'est un programme qu'on a développé à l'université qui est dédié à des enseignants ressources du secondaire. Enseignant ressources, c'est un statut d'un enseignant qui est dégravé d'une partie de sa tâche et qui peut faire de l'accompagnement, soit d'élèves à risque ou de collègues qui enseignent à ces élèves-là à risque en intervenant dans les classes. Donc, un enseignant ressources peut avoir jusqu'à 50% de dégrèvement de sa tâche au secondaire. Et nous, on a développé un programme pour adresser la question de l'accompagnement individualisé, donc de former les enseignants au mentorat et aussi aux approches là, cognitives comportementales dans le domaine de l'enseignement. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je vais un petit peu flirter avec... ça va vous permettre peut-être de connaître un peu ces programmes-là et je vais présenter des résultats qui sont issus des projets dans ces différents programmes-là. Ça va? En passant, si vous voulez intervenir en cours de route, vous avez des questions, précisions, n'hésitez pas à le faire. Là, je suis très flexible par rapport à ça. Je sais que j'ai beaucoup de matériel. Ce que je veux faire avec vous, c'est répondre à 3 questions, puis je vais prendre le temps de bien répondre à chacune des questions. Je verrai où est-ce qu'on en est avec la 3e question. Là. La première, c'est comment renforcer les sentiments d'efficacité des mentors qui interviennent auprès des élèves à risque. On sait que un des pivots de l'efficacité du mentorat, c'est que, surtout dans la population des mentors bénévoles qui s'impliquent volontairement, si au fil de rencontres avec un mentoré, ils se sentent inefficaces, c'est un facteur qui peut faire en sorte rapidement que le mentor va décrocher, va arrêter. Il y a à peu près 40% des diades là, qui ne vont pas à terme d'1 an, soit parce que c'est le mentoré qui quitte, ou soit parce que c'est le mentor qui se sent plus efficace, puis qui remet en cause son engagement. Le programme de mentorat est efficace dans la mesure où on se voit pendant 1 an, mais si on se voit pendant 3 mois puis qu'il y a des facteurs qui font en sorte que soit le mentoré ou le mentor quitte en cours de route, c'est problématique. Donc, je me suis intéressé aux sentiments d'efficacité, comment ils évoluent à travers la relation de mentorat et comment peut-on prédire qu'un mentor se sentira efficace en cours de route ou pas. Je vais essayer de répondre à cette question-là dans un premier temps. Ensuite, quel type d'interaction ou d'activité favorise la qualité de la relation de mentorat et ses effets sur le développement des jeunes? Tous les modèles de mentorat, je pense à Gene Rhodes entre autres, qui a présenté le modèle théorique qui est le plus cité dans la littérature, mais comme condition, comme mécanisme clé de l'efficience du mentorat, la qualité des relations. Ça va de soi, là. Hein? Si je ne crée pas d'alliance de travail avec mon mentoré, si je ne connecte pas avec lui, vous le savez, si le jumelage fait en sorte qu'il n'y a pas de chimie qui s'installe, on oublie l'efficacité, l'efficience du mentorat. Donc, dans les programmes Grand Frère, Grande Sœur, une des prescriptions importantes, c'est vous allez faire des activités, on va vous nourrir, on va vous guider dans les types d'activités que vous allez faire, mais on n'a aucune idée de la portée du type d'activité qu'on fait. Puis entre autres, il y a un débat sur faire des activités pour protéger l'estime de soi, le bien-être, versus faire des activités pour développer la compétence. On pense au tutorat, par exemple.
Les parents qui envoient leurs enfants voir un grand frère et grande sœur, souvent ont des attentes de dire « faites du tutorat en maths, en physique, en chimie avec mon jeune ». Et les programmes, eux, disent à leurs grands frères et grandes sœurs « c'est pas une relation de tutorat que vous établissez. C'est une relation de grand frère et grande sœur centrée sur les besoins, les intérêts, les passions du jeune. Et vous devez un peu avoir une approche qu'on qualifie de développementale plutôt que prescriptive, là. Le programme ne prescrit pas de tutorat. Le programme prescrit que tu es centré sur le jeune et que tu l'accompagnes dans ses désirs, ses passions, ses intérêts. C'est très communautaire, c'est très friendly, mais il y a comme deux mondes là-dedans. Vous allez voir du monde qui disent nous autres, on a un volet scolaire, il y a beaucoup de tutorat, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça crée comme effet. On a essayé de faire la lumière là-dessus, je vous en parlais tout à l'heure. Et ma troisième question, quelles sont les conditions optimales pour développer une alliance de travail productive entre le mentorat et son mentoré? Vous êtes des intervenants sociaux pour la plupart. Le concept d'alliance de travail est un concept assez clé, soit en psychothérapie ou en counseling, entre autres, qui a aussi été étudié dans le domaine du mentorat et qu'on a examiné comme mécanisme potentiel de l'efficience du mentorat. Je vais vous en parler en cours de route. C'est mon menu, 3 grandes questions. J'ai quand même beaucoup de matériel, on va voir si je me rends à la 3e, mais c'est mon intention. C'est bon? Oui? Est-ce qu'on parle uniquement de diade quand on parle de mentorat? Par exemple, démentorer avec un groupe composé à moitié d'adultes et de jeunes qui font une démarche, là. Il y a du mentorat de groupe, ça existe. Il y a du mentorat de groupe. Il y a du mentorat virtuel. Il y a toutes sortes de formes de mentorat qui ont été étudiées. Le mentorat de groupe, je sais qu'ils le font, grand frère, grande sœur. Si vous allez sur le site Grand frère, grande sœur du Canada, vous allez le mentorat plus classique, individuel, avec un adulte de la communauté qui se porte volontaire, mais dont on s'est assuré qu'il n'y a pas de casier judiciaire, qui est passé à travers un système d'entrevue pour être sûr que c'est une personne bienveillante, qui a des intentions bienveillantes, mais qui a aussi qui a un crédit au plan social. Il y a du mentorat par les pairs qui existe aussi, qui a été étudié. Michael Karcher étudie beaucoup ça, là, la question du mentorat par les pairs, sans que ce soit du tutorat, là. Il y a du mentorat de groupe, mais quand on pense au mentorat de groupe, on pense aussi à l'effet possible de la contamination à l'intérieur des groupes. Là, si c'est des gens qui sont tous en processus de résilience, s'ils ont des caractéristiques communes, par exemple, de comportement agressif, il y a toujours une attention portée à qu'est-ce qui qualifie le groupe. Donc, il y a toutes sortes de programmes de mentorat qui existent. Le mentorat virtuel est très populaire. Dans la littérature, on sait clairement que, oui, ça a des fonctions informatives. Instruire sur les carrières. Souvent, dans les collèges, par exemple, il y a le programme Cybermentorat qui a été développé par... j'oublie son nom. Ça a été développé à l'UQAM. Elle a fait son doctorat là-dessus. Puis les collèges sont abonnés à ce cybermentorat-là. C'est des professionnels qui disent, ben moi, comme travailleur social ou moi, comme avocat, je serai mentor. Puis là, je reçois des courriels d'un jeune qui dit, moi, ça m'intéresse, le droit, ça prend quoi pour être avocat, tout ça. Puis il y a des échanges courriels qui se font. Mais là, on oublie la question du besoin de sécurité puis du besoin social. C'est un besoin d'être informé. Et parfois, même quand la personne qui requiert du cybermentorat c'est un besoin social qui est présent, bien, l'efficience n'est pas au rendez-vous à ce moment-là. C'est tout ça qu'il y a à l'intérieur de cette question-là. Il y a le mentorat, c'est large. Il y a beaucoup de... Dans ce cas-ci, vous allez le voir, moi, je vais les ramener à des structures de mentorat. Il faut parler de mentorat formel et informel aussi. Il y a toute une littérature sur le mentorat informel, une littérature qui est un peu nébuleuse, parce que le mentorat informel, c'est dans ton réseau social. Est-ce qu'il y a une ou des personnes qui ont été importantes dans ta vie et qui t'ont influencé dans tes choix de vie sociale, de carrière, etc. Mais si je vous demande ça, il y a une sélection au plan de la recherche qui se fait. J'identifie quelqu'un qui est important. Fait que la littérature sur le mentorat informel prédit plein de belles choses. Prédit la diplomation, prédit la persévérance scolaire, prédit la compétence sociale, mais c'est beaucoup à cause d'effets de sélection parce que j'ai choisi quelqu'un que je considère avoir été un mentor. Fait que moi, je m'intéresse plus au mentorat formel, donc des programmes structurés, qui pairent finalement des étrangers avec des jeunes pour les aider, les accompagner en cours de route, ce qui est une autre littérature.
OK. Donc, comment renforcer les sentiments d'efficacité des mentors qui interviennent auprès des élèves à risque? Quelques notions théoriques. D'abord, si vous connaissez peut-être les théories cognitives behaviorales, notamment celle de Bandura, qui définit en fait le sentiment d'efficacité ou de compétence comme le jugement de l'individu quant à ses capacités à organiser, exécuter une série d'actions qui vont mener à une performance. C'est donc un jugement sur ma capacité à, plutôt que la compétence ou la capacité comme telle. Bandura a démontré dans nombre de travaux que ça prédisait l'engagement, l'implication, la performance d'un individu. Et ça a été étudié dans le contexte du mentorat, défini un peu autrement, le niveau de confiance des mentors quant à leur capacité à rencontrer les besoins de leurs mentorés. C'est assez simple comme définition. On sait que les sentiments de compétence sont nourris par un ensemble de facteurs. Si moi, j'ai eu du succès comme mentor dans le passé, ça va nourrir mon sentiment de compétence future. Si j'ai eu du succès comme intervenant social, si j'ai eu des relations positives avec mes jeunes, ça va me situer en situation d'avoir un fort sentiment de compétence. Donc, la réussite passée fait que ça nourrit ton sentiment de compétence future. Comme l'échec passé, si je m'engage comme mentor une première fois, puis ça foire parce que mon mentoré, pour des raisons X, Y, Z, quitte après 2 mois, je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas de soutien de l'agence, de l'organisation. Je suis laissé à moi-même. Bien, le sentiment d'efficacité peut être fragilisé. Puis je vais peut-être quitter même, remettre en question mon engagement à cause de ça. Donc, une première source, c'est les succès et échecs passés. Une deuxième source, c'est de voir d'autres vivre des succès. Bandura dit une des sources du sentiment d'efficacité, c'est que je vois d'autres vivre des succès. Donc là, on pense à quand je travaille en équipe, quand je suis en groupe, quand je suis supervisé avec d'autres mentors. Je vais adresser ces questions-là tout à l'heure. Si j'entends les bons coups de mes collègues, ça peut nourrir mon sentiment d'efficacité. Ça peut relativiser un petit peu ma façon de voir les problèmes que je rencontre en cours de route. Bandura l'a dit clairement. Si tu veux consolider le sentiment d'efficacité et voir d'autres réussir, c'est un facteur, c'est une source importante. La persuasion sociale, c'est une troisième source. Me faire dire que je suis compétent. Est-ce que j'ai une structure dans mon programme formel comme mentor qui m'engage? Ça peut paraître anodin, mais les programmes formels en milieu, souvent on les perd, on les laisse aller. Toutes les universités, même mon université, je leur ai dit, ne faites pas ça pour rien, ça ne donne rien. Là. Vous paierez du monde, puis vous les laissez aller, vous ne les suivez pas. Ça prend une structure de renforcement, de suivi, de coordonnateur qui accompagne, puis qui renforce, qui persuade le mentor que il y a une certaine compétence. Et la quatrième source qui va nourrir le sentiment d'efficacité pour Bandura, c'est les émotions positives ou négatives. Si je vis des émotions positives, mon sentiment d'efficacité va être nourri. Si je vis des émotions négatives, mon sentiment d'efficacité va être détruit ou va être réduit. Donc, la question des émotions est importante. Alors, ce qu'on sait dans la littérature sur le sentiment d'efficacité dans le domaine du mentorat, c'est lorsqu'on mesure les sentiments d'efficacité en début de relation, ceux-ci sont associés à la durée et fréquence des relations. On l'aura bien compris. Plus je me sens efficace, plus je serai dans une relation qui va durer et plus fréquemment je rencontrerai mon mentoré. À l'engagement du mentor dans les activités organisées par les programmes, parce que les programmes souvent ont des activités sociales où ils convoquent mentors et mentorés, et aux perceptions d'un moins grand nombre de contraintes. Donc, le sentiment d'efficacité mesuré avant d'entrer en relation est un facteur de protection, à tout le moins pour s'assurer que la relation de mentorat sera de qualité. On sait aussi par les recherches de Michael Karcher que le sentiment d'efficacité agit comme un médiateur des effets de l'implication des parents et de la qualité des programmes sur la qualité de la relation. Souvent, dans le domaine du mentorat, l'effet, l'outcome, c'est la qualité de la relation. Ce n'est pas le développement, ce qu'ils ont appris, il y a comme une prémisse de dire, si on est capable de prédire cette qualité-là, le travail est fait. Au plan identitaire, au plan du développement, au plan des compétences. On pourra le démontrer, d'autres l'ont démontré, mais si ça n'est pas prédit, on est dans le trouble parce qu'on veut une relation saine et positive. Donc, comme médiateur, ça veut dire que lorsque les parents sont impliqués dans le processus et lorsque les programmes sont de qualité au sens où il y a des coordonnateurs qui soutiennent les mentors, les agences soutiennent les parents, soit par des activités d'information ou de formation, c'est associé à la qualité de la relation dans la mesure où ça joue sur le sentiment d'efficacité du mentor.
Donc, c'est un mécanisme central. Et finalement, il y a d'autres études dans le domaine du mentorat professionnel qui ont montré que les mentors qui se sentent efficaces vont offrir plus de soutien scolaire et vocationnel à leurs mentorés. Donc, on comprend derrière ça que le sentiment d'efficacité, c'est un facteur important. Ce qu'on ne sait pas, et c'est ce qu'on a cherché à savoir dans la première étude que je vais vous présenter, c'est comment les sentiments d'efficacité des mentors progressent tout au long de la relation de mentorat et quelles sont les caractéristiques du mentor, du mentoré et du programme qui prédisent les trajectoires les plus efficientes. Au sens où le sentiment d'efficacité, ce n'est pas une disposition stable. Ce n'est pas une disposition cognitive qui ne bouge pas. Ça bouge au gré des réussites, des échecs, au gré des émotions positives, négatives, au gré de ce que vit le mentor avec son mentoré. Et donc, c'est continuellement remis en question, d'autant plus quand on travaille avec des bénévoles, des adultes de la communauté, qui veulent aider puis qui se reposent toujours des questions sur la portée de l'intervention qu'ils font. Donc, nous, on s'est intéressé dans un article qu'on a publié, là, je pourrais vous communiquer tout ça, là, sur la question de la stabilité, de l'instabilité du sentiment de compétence en cours d'intervention. Et ce qu'on a fait, on l'a fait dans le contexte du programme MIR. Vous allez voir ici que ce n'est pas une clientèle très à risque, là, mais il faudra être donc prudent dans la généralisation, mais ça nous donne quand même une idée. J'en profite pour vous présenter ce qu'est MIR. MIR, c'est Mentorat pour intégration réussite des étudiants de sciences. C'est un programme de mentorat offert à des étudiants de première session au cégep qui sont pairés avec des étudiants universitaires qui finissent leur cours en sciences et génie à l'université, qui sont formés à la pratique du mentorat, on va le voir tout à l'heure comment, et qui accompagnent l'étudiant de cégep pendant une année scolaire à raison d'une rencontre par 2 semaines pour lui donner le soutien vocationnel, scolaire, professionnel, on va le voir tout à l'heure. MIR, c'est un acronyme qui veut dire, je l'ai dit, Mentorat, Intégration, Réussite des étudiants de sciences, mais ce que vous ne savez pas, peut-être que vous le savez, c'est que c'est aussi le nom d'une fameuse mission spatiale russe des années 70, qui a foiré, qui n'a pas une bonne cote, mais qui en russe veut dire partenariat, partage, et je pense que l'autre c'est valeur ou échange. Là. En fait, des mots-clés qui réunissent un petit peu la culture et les valeurs qu'on voulait inculquer dans ce programme de mentorat-là. Celui de partager son expérience. Moi, je suis mentor. J'ai vécu la transition secondaire collégiale en sciences. J'ai vécu la transition collège-université en sciences. Je me retrouve dans le programme de sciences et génie à l'université. Puis je deviens mentor pour un jeune qui va vivre la même transition avant moi. Je vais l'accompagner dans la démarche, tout en étant formé pour l'accompagner. Donc, c'est un petit peu ça le principe. C'est de la prévention universelle parce que, d'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, le programme MIR, quand on l'a conçu, on avait du budget financé. Ça a opéré pendant 6 ans, financé par des différents organismes. On avait le moyen d'inviter 150 jeunes qui rentrent au cégep à participer à MIR. On a envoyé l'offre d'avoir un mentor à tous les nouveaux admis dans 2 cégeps, nos cégeps partenaires qui participaient, Sainte-Foy, Mérisy. Et sur toutes les invitations, on a eu tout près de 400 jeunes qui ont dit « je veux un mentor ». Il y a quand même un mentor universitaire. Pour eux, ils voyaient la pertinence, l'utilité, à tout le moins, là, au début du processus. Ce qui nous a permis, dans ce projet-là, de faire une assignation aléatoire, puisqu'on avait 150 places, puis qu'on disait dans la lettre, si on a plus de 150 personnes, c'est le hasard qui va déterminer si vous avez un mentor ou pas. On a pu avoir un protocole purement expérimental où on a assigné au hasard 150 jeunes dans MIR et 150 jeunes dans la condition traditionnelle d'entrer au cégep puis de bénéficier des services habituels du cégep. Donc, MIR, c'est 2 jours de formation auxquels sont exposés les mentors. C'est beaucoup de travail pour le mentor. Les mentors devaient accompagner 3 ou 4 jeunes pendant une année scolaire, participer à des formations initiales et continues en cours de route. Notamment en la formation, on les amenait à développer des connaissances et surtout des compétences sur comment initier la relation, comment la structurer, comment mener à terme une relation de mentorat, comment finir une relation de mentorat. Il y a une littérature là-dessus. Ceux qui travaillent en psychothérapie le savent aussi. Là, il y a une séparation qu'il faut gérer. Peut-être dans les programmes académiques, l'emphase est moins importante. Dans les programmes grand frère, grande sœur, quand je me suis attaché à un grand frère, grande sœur, puis que le grand frère, la grande sœur a fini son mandat puis ne peut plus continuer sur une autre année, il y a un travail de comment quitter la relation,
comment faire en sorte que la séparation ne soit pas anxiogène, puis ne soit pas vécue comme un rejet, comme un refus de la part du mentoré. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé aussi sur des connaissances de l'ajustement des enjeux de la transition secondaire collégiale. Les stéréotypes en sciences, les sciences, c'est fait pour ceux qui ont du talent, puis l'effort ne fait pas de différence. Les sciences, c'est pas fait pour les filles. Les stéréotypes usuels dont on connaît, on a travaillé là-dessus aussi. Et sur toute la habileté les mentors à bien connaître les programmes et les carrières, puisqu'il y avait une conseillère en orientation qui travaillait dans le projet avec nous. On avait aussi comme mandat, ça c'est le volet plus la transition, et le mandat de travailler sur des compétences interpersonnelles. Sensibilité à la détresse du mentor. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'attachement avec Georges, entre autres, puis toute la question de, évidemment, être à l'écoute des besoins, mais de la détresse que peut vivre le jeune en cours de route, que la détresse soit académique ou sociale, mais de bien la comprendre, de bien réagir, de bien l'accueillir. Donc, on a travaillé là-dessus. Donner de la rétroaction constructive et informative. Feedback, quand est-ce que c'est efficace? À quel moment? Quelle nature le feedback doit avoir pour que ça soit utile, constructif dans l'atteinte de mes objectifs? Supporter l'autonomie du mentoré, au sens où les mentors ont été formés à « vous n'êtes pas responsable de ce que va devenir votre mentoré, vous devez toujours ramener la responsabilité au mentoré, c'est lui qui prend les décisions, ce n'est pas vous qui prenez les décisions pour lui. » Donc, le soutien à l'autonomie et toute la question du sentiment de compétence scolaire, en même temps de leur dire, il y a des moments clés pour renforcer ce sentiment de compétence scolaire-là. Si vous rencontrez votre mentoré à un moment où il vient de faire un examen de philo, puis que vous le savez, en fait, on vous l'apprend, là, qu'il a échoué, bien, c'est un moment propice pour cultiver ce sentiment, parce que ce sentiment-là est affecté. Donc ça, on a travaillé ça de différentes façons, entre autres par des vidéos. Avec du recul, on a changé notre perspective. On avait des exemples et des contre-exemples, joués par des non-comédiens. Des étudiants qui ont joué le rôle de... Puis quelqu'un qui était sensible à la détresse, d'autres pas. Bon, ça a donné ce que ça a donné, mais on a quand même eu je reviendrai tout à l'heure, des effets intéressants. Et aujourd'hui, on a changé notre perspective. Là, on développe des capsules vidéo animées en 2D, des dessins animés en fait, pour rencontrer ces mêmes objectifs-là et pour sensibiliser les mentors qui interviennent dans différents programmes à la pratique de compétences de base en mentorat. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Donc, MIR, c'est ça. C'est aussi une fois que les mentors ont été formés, ils ont été jumelés à leur mentoré. Et là, ils ont fait 16 heures de mentorat, une fois toutes les 2 semaines, pendant toute la première année scolaire au cégep. Donc, vous n'oubliez pas, les mentors, ce sont des étudiants universitaires, pour la plupart. Ça aussi, on a fait, là, on avait 30 mentors qui sont intervenus auprès de 150 protégés. Et les 30 mentors, on en a eu 60 en entrevue. Même l'offre d'être mentor auprès des étudiants universitaires a été populaire. Il faut dire qu'elle était populaire parce qu'ils avaient un assistanat de recherche. Ils étaient payés. La charge était quand même importante. Participer à plusieurs jours de formation, faire 16 heures de rencontres, participer à de la supervision en cours de route, avoir plus d'un protégé à sa charge, donc le caseload, là, était quand même important. Et donc, ils avaient un assistanat de recherche pour travailler là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'on en a eu 60. On a fait des entrevues de sélection. Parmi les entrevues, on les questionnait sur leur propre transition secondaire-cégep, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Et ce n'était pas les jeunes qui nous disaient c'était merveilleux, qu'ils avaient un idéal de la transition secondaire-cégep. Souvent, des jeunes qui nous parlaient de difficultés rencontrées pendant la première session, mais qui étaient en mesure d'identifier comment ils avaient relevé ces difficultés-là. C'est eux qu'on retenait davantage. On éliminait aussi tous ceux qui se voyaient comme étant à la tête d'une secte. Je me souviens qu'on en avait un, là, il se voyait comme le gourou. Quand on a entendu le mot gourou, tu dis non, tu ne seras pas mentor dans le processus de sélection. Et on en profitait un petit peu pour aussi, j'essaie de dire trop de choses en même temps, là, mais on faisait en sorte que nos mentors aient fait le même parcours que les protégés, c'est-à-dire aient vécu la même transition dans le même collège. Qu'ils aient donc, par exemple, à Sainte-Foy, une bonne idée de c'est quoi m'intégrer à ma première session cégep. Quand je rencontre tel prof dans la classe, je le sais qu'il va avoir telle attitude, telle attente, qui va vous dire, vous savez, la physique, c'est pas faite pour tout le monde, il y en a qui l'ont, qui ne l'ont pas, puis regardez-vous parce que vous ne serez pas là à la mi-session, là. Que tu t'es déjà préparé à cette attitude-là, puis que le mentor a déjà cette culture-là des transitions, puis qui est capable de préparer son mentoré à cette réalité-là. Donc, une fois qu'ils ont été formés,
qu'ils ont été pairés, font 16 heures de mentorat formel. Ils ont aussi 6 heures de visite éducative dans des entreprises et centres de recherche. 2 exemples. Mentor et mentoré allaient faire des visites éducatives, par exemple, inspection des aliments, ministère de l'Agriculture, des lieux qu'on avait choisis pour leur popularité éducative. Ils avaient déjà des rencontres avec des groupes. Alors, nos mentors mentorés débarquaient, assistaient à ces rencontres-là, revenaient en parler en diade. Ils sont allés aussi au pavillon Kruger à l'université, le centre de, ceux qui ne connaissent pas, centre de recherche sur le bois à l'université, c'est fascinant. Là. Il y a toute une usine dans le sous-sol. Là. Il y a 3 étages, puis toutes les étapes de transformation du bois là, sont illustrées de façon éducative là, dans ce pavillon-là. C'est méconnu, là, mais c'est des choses qui existent. Bref, on avait pris des ententes de partenariat avec plusieurs centres et entreprises de la région de Québec qui recevaient nos diades à travers des visites éducatives. Et les mentors revenaient sur ces rencontres-là, consolidaient les gains, les connaissances et comment ça cultive là, ton intérêt de poursuivre en sciences. Et il y avait 8 heures de supervision des mentors, une partie de la supervision qui était faite par une mentor expert. On avait quelqu'un qui était mentor dans le groupe et qui mentorait les mentors. Et on avait aussi des supervisions de groupe pour l'échange des bons coups en cours de route. Donc, je reviens à ma question des sentiments de compétence. Vous comprendrez bien que c'est avec une population qui est à très faible risque ici. Là. 252 mentors, 23 ans, et 252 mentorés en moyenne 16,6 ans, qui ont été questionnés en 2006-2010, parce que le programme a opéré sur plusieurs années. Et ils ont complété, entre autres, l'échelle de sentiment d'efficacité suivante 9 fois pendant leur rencontre de mentorat. Vous allez dire comment on fait pour faire ça. On a construit un journal de bord. D'ailleurs, si ça intéresse, c'est des choses que... on a un journal de bord, des vidéos, guides d'implantation du programme. Et dans le journal de bord, les gens notaient toutes sortes d'observations en cours d'accompagnement, mais entre autres, ils revenaient sur leur sentiment d'efficacité. Puis ils ont pu évaluer leur sentiment d'efficacité à 9 reprises à partir des 5 questions suivantes. J'ai le sentiment d'avoir suffisamment d'habileté, de connaissances pour répondre aux besoins de mon mentoré. J'ai confiance en mes capacités de soutenir mon mentoré, d'adresser la majorité des problèmes que m'expose mon mentoré. Je pense savoir comment renforcer la compétence de mon mentoré et comment donner de bonnes rétroactions. Donc, 5 items qui résument mon sentiment d'efficacité, mais de façon répétée. Alors, là, je vais vendre le punch parce que vous avez la diapo au final. Là. On a fait des trajectoires de sentiment d'efficacité. Les analyses par trajectoire, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est que sur la base de données répétées, 9 évaluations du sentiment d'efficacité du mentor, on regarde un petit peu les trajectoires individuelles de nos 252 mentors et l'analyse identifie le nombre optimal de groupes qui explique le maximum de différence entre tes participants. Donc, va générer 2, 3, 4 trajectoires qui expliquent le mieux les trajectoires de l'ensemble. On appelle ça des trajectoires développementales basées sur les groupes. Donc, combien de trajectoires et quelle est la forme de ces trajectoires d'après vous? Vous avez peut-être la réponse là, si vous ne regardez pas. C'est sûr qu'on a une population qui est à faible risque ici. On a identifié 3 trajectoires qui résument le mieux l'ensemble de nos données. Une première, sentiment d'efficacité qui va varier de 1 à 5. Vous voyez d'abord que, de façon générale, les sentiments d'efficacité ne sont pas très faibles. Là. Ils sont tous de 4 à 5. Mais il y a une variabilité à l'intérieur de ceux qui ont des sentiments de moyen à élevé. Donc, on a une première trajectoire qui est des sentiments d'efficacité modérés, relativement stables tout au long de leurs interventions. Les 9 rencontres là, sont étalées sur les 16 rencontres théoriques. Ils étaient invités à faire 16 rencontres. On a échantillonné 9 rencontres pour tracer leur sentiment d'efficacité. Vous avez 60% des jeunes mentors qui se retrouvaient dans cette trajectoire-là. Vous avez 30% des jeunes qui se sont retrouvés dans une trajectoire ascendante. C'est intéressant. Ils avaient un sentiment d'efficacité modéré et plus ils ont progressé avec leurs jeunes, plus ça s'est amélioré. Et vous avez un 9% de jeunes qui, eux, se sentent probablement des superstars dès le début, là, parce qu'ils s'évaluaient à 5 sur nos 5 items, et ils sont demeurés relativement élevés, bien qu'il y ait une petite
curvie linéarité à la fin, là, mais on reste dans des trajectoires de sentiment d'efficacité élevée. Ça, là, il y a eu peu d'études là-dessus. Il y en a une qui va être publiée là, bientôt, là. Je ne devrais pas vous le dire, mais puisque j'ai évalué un article là-dessus, mais où on regarde le même type d'analyse de trajectoire, mais là, avec des clientèles en résilience, à risque, qui ressemblent peut-être plus aux jeunes sur lesquels vous intervenez. Et là, vous avez des trajectoires descendantes. Parce qu'ici, là, il y a deux interprétations de dire c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de trajectoire qui descend. C'est peut-être à cause de notre formation. Tout ce qu'on a investi dans le programme. C'est peut-être aussi à cause de la clientèle. C'est des jeunes en sciences qui sont mentorés. Le risque n'est pas un risque psychosocial élevé, il y a un risque scolaire, il y a des préoccupations vocationnelles, mais c'est pas un enjeu de séparation puis de quitter la famille, par exemple. Donc, peut-être que ce n'est pas surprenant, mais il y a une bonne nouvelle de dire qu'il n'y a pas de trajectoire descendante. La suite qui nous intéressait, c'est d'essayer de prédire, je reviens en arrière, les trajectoires élevées de la trajectoire stable. Est-ce qu'on est capable d'expliquer qui se sent le plus efficace tout au long de la relation ou qui progresse en cours de route par rapport à ceux qui ont un sentiment d'efficacité plus modéré? Donc, dans une régression multinomiale où on tente de prédire l'appartenance à la trajectoire, aux trajectoires élevées et ascendantes versus la trajectoire stable, on a regardé plusieurs prédicteurs, dont le sexe du mentoré, ses attitudes à l'égard de la recherche d'aide dans le milieu académique par rapport aux enseignants, aux pairs, sa motivation scolaire, ses habitudes de travail, ses dispositions scolaires ramenées à les résultats qu'il avait au secondaire en maths et sciences, la perception qu'il a du soutien à l'autonomie des parents, à l'éducation et revenus des parents, mais également des caractéristiques pré-intervention du mentor, de même que des caractéristiques en cours de mentorat. C'est-à-dire, est-ce que le mentor, puisque tous n'avaient pas participé à la formation, est-ce qu'il a été exposé à la formation? Est-ce qu'il a perçu efficace les groupes de supervision, la supervision en groupe et la supervision individuelle? Donc, un modèle où on tente, à partir des caractéristiques du mentor et du mentoré, d'expliquer la probabilité que je me retrouve dans des trajectoires élevées versus des trajectoires modérées. Ça va jusque-là? Donc, ce qu'on observe, et là, je n'irai pas dans tout ça, là. Première donnée intéressante, la perception qu'a le mentoré du soutien à l'autonomie de ses parents. C'est intéressant parce qu'on prédit le sentiment d'efficacité du mentor. C'est deux personnes différentes qui... Moi, mentor, je révèle mon sentiment d'efficacité. Un premier prédicteur qui prédit l'appartenance autant dans le groupe augmenté ou le groupe high unstable, là, le groupe élevé, par rapport au groupe modéré, c'est le fait que mon jeune perçoive que ses parents sont engagés dans le processus, soutiennent son autonomie. Et donc, il y a déjà un premier drapeau qui est levé, et ça, c'est documenté dans la littérature sur le mentorat, puis c'est des choses que vous savez sans doute, c'est que l'implication des parents, l'engagement du parent, même dans une intervention de mentorat post-secondaire, mais je pourrais vous confirmer la même chose avec les grands frères et grandes sœurs, on vient de soumettre un article là-dessus, c'est capital, c'est fondamental. On entend souvent dans le mentorat communautaire, et nous, on a écrit un article pour montrer que ce n'était pas vrai, que le mentor bénévole là, peut suppléer pour l'absence d'une figure parentale. Nous, on a testé 3 modèles. Un modèle qu'on appelle conditionnel. Le mentorat marche quand le parent est impliqué. Un modèle compensatoire. Le mentorat marche surtout quand le parent n'est pas là parce qu'il vient suppléer, puis l'enfant a plus de besoins, puis la figure vient compléter la figure parentale. Et l'autre, c'est le modèle direct. Là, Puis ce qu'on a montré dans cet article-là, c'est que le modèle de suppléance là, ne fonctionne pas. C'est le modèle pour que le mentorat communautaire soit efficace, à tout le moins dans les programmes Grands Frères et Grandes Sœurs. Tu as un minimum d'engagement parental qui est nécessaire, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est pas étonnant de voir ça aussi. Autre résultat, Georges va être content, la sensibilité du mentor à la détresse. Ça, c'est avant. Hein? Les mentors ont été questionnés avant de rencontrer, avant d'être jumelés. On leur a dit, dans vos relations sociales avec les autres, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, là, c'est une auto-évaluation de ma capacité à être sensible à la détresse des gens autour de moi. Si je m'évalue
élevé sur ma capacité à être sensible à la détresse, ça va prédire mon sentiment d'efficacité avec mon mentoré en cours de route. Et c'est le prédicteur le plus important. Vous avez aussi qui a distingué une trajectoire parmi les deux au niveau modéré, l'expérience du mentor en mentorat, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà été mentor, est-ce qu'il a déjà été impliqué dans d'autres programmes, ça prédit le fait que, évidemment, ça se comprend, là, j'ai cultivé des réussites dans d'autres programmes, je m'investis encore comme mentor, ça fait que je vais voir mon sentiment d'efficacité demeurer élevé. Et finalement, la question de est-ce que j'ai participé à la formation, ça prédit le fait que je me retrouve dans la trajectoire augmentante. Et est-ce que j'ai trouvé utile les supervisions de groupe? D'ailleurs, un résultat intéressant ici, là, c'est ces deux-là, là, bien que le poids n'est pas si important que ça, là, mais c'est que l'utilité de la supervision individuelle versus l'utilité de la supervision de groupe n'a pas le même poids dans la prédiction des sentiments de compétence. C'est dans les supervisions de groupe qu'on a perçu l'effet le plus probant. Autrement dit, même si on a passé du temps à être encadré individuellement par un mentor expert pour dire comment ça va ta rencontre, parle-moi-en, est-ce que tu rencontres des difficultés, comment je peux t'aider, versus être avec d'autres mentors et discuter ensemble de « moi j'ai essayé ça, ça a marché, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, moi je vis ça, c'est très difficile ». Tout ça, c'est fait dans le respect de la confidentialité parce qu'il y avait des règles d'éthique à respecter, mais c'est les rencontres de groupe qui ont prédit le plus le sentiment d'efficacité en cours d'intervention, ce qui est intéressant parce que c'est un levier sur l'investissement vers ce type de rencontre-là. Donc, ce que je peux nous inviter à retenir, mais on est à l'étape de comprendre les résultats puis de les intégrer, alors vos interventions sont les bienvenues. Pour cette première question-là, attirer des volontaires qui possèdent des expériences d'enseignement et de mentorat, hein, ça se comprend bien, c'est en accord avec les données de la méta-analyse de David Dubois, mais aussi qui affiche une grande sensibilité à la détresse d'autrui, c'est en accord avec la théorie de l'attachement. En même temps, on va se dire comment on fait ça, là, parce que faut-tu que je passe des tests de sélection puis je mesure si la personne est sensible à la détresse d'autrui, mais à travers aussi des entrevues de sélection, aller au-delà aussi parce que les organismes souvent vont vérifier si la personne réussit bien à l'école, si la personne n'a pas de casier judiciaire dans le cas des programmes Grand Frère, Grande Sœur, mais il y a peu d'investissement sur les qualités, compétences interpersonnelles en cours de route, donc c'est important de le faire. Encourager les mentorés qui ont vécu des relations positives de mentorat à œuvrer eux-mêmes comme mentors. D'ailleurs, nous, à la fin de MIR, c'est ce qu'on a fait. On a réinvesti, des mentorés sont devenus mentors et avec l'idée que ça va s'auto-générer en cours de route, c'est ce que tu souhaites. Si les gens ont vécu de bonnes expériences, vont les investir auprès d'autres. Encourager les étudiants dans les domaines de l'éducation, psychologie, soins infirmiers, à s'impliquer comme mentors aussi, ça va de soi. Et inclure des simulations et exercices dans les entrevues de sélection des mentors qui permettraient d'apprécier la capacité de composer avec la détresse. C'est un vœu pieux, là. Je vous laisserai voir comment on peut faire ça, là. Mais l'idée d'aller au-delà d'une sélection qui est simplement basée sur la sécurité puis la bienveillance, puis d'aller vers peut-être des éléments, ou à tout le moins, si on ne peut pas inclure ça, dans la formation, d'amener les mentors à être formés à ces interventions-là. Deuxième grand point à retenir, impliquer les parents dans le processus. Encore là, je ne vous apprends rien, là, parce que c'est comme clair dans la mesure où les parents ont une volonté de s'impliquer, hein. La clarification du rôle du mentor versus le parent. Le mentor ne remplace pas le parent, ne remplacera jamais le parent. Ça peut paraître être b.a.-ba, là, parce que vous travaillez là-dedans, mais dans le domaine du mentorat communautaire, on l'entend souvent. J'ai participé à un sommet international à Washington à toutes les années. Là. C'est une grosse affaire. Là. International Summit on Mentoring, là, il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Il y a des corporations qui investissent beaucoup. Puis on dépeint le mentor comme la figure parentale que le jeune n'a pas eue. Les données là-dessus ne confirment pas cet effet-là, confirment plutôt l'effet que le mentorat va faire une différence quand tu as réussi à impliquer le parent d'une certaine façon. Ça veut dire l'informer. C'est quoi le mentorat, ce que je vais faire avec votre jeune? Ça veut dire que je ne prends pas votre place. N'ayez pas peur de perdre votre jeune. Dans le cas de MIR, là, ça ne se pose pas trop, là, parce qu'on est dans l'académique.
Dans le cas des grands frères, grandes sœurs, ça se pose. Le parent est inquiet. Ah, mais là, vous allez me juger. Je ne suis pas un bon parent. Vous allez faire le travail à ma place. Non, non, le mentor ne fait pas le travail. J'ai besoin de vous pour réussir avec votre jeune. On va travailler ensemble. L'informer en cours de route des bons coups. Faire ce qu'on appelle des sunshine calls. Moi, j'ai travaillé beaucoup en milieu scolaire. Quand on reçoit des appels, j'ai 2 enfants qui ont eu des difficultés d'apprentissage. Quand on reçoit des appels de l'école, c'est toujours négatif. Tu peux instaurer des appels, des sunshine calls, tu appelles, tu racontes une bonne nouvelle aux parents. Les parents sont déstabilisés parce que quand l'école appelle, c'est pour la mauvaise nouvelle. Puis là, vous êtes sûr, vous parlez de mon gars ou de ma fille? Dans un des programmes, on va le voir tout à l'heure, on a instauré ça, puis ça crée un lien d'appartenance entre le parent et le programme en milieu scolaire. Donc, en fait, j'ai parlé un peu de tout ça. Demander aux parents d'encourager leurs enfants à s'affirmer dans la relation de mentorat et à prendre des décisions centrées sur leurs intérêts et buts personnels. Demander aux parents de donner des responsabilités aux enfants au regard de leur relation de mentorat. Bref, de s'assurer que le mentorat est pratiqué dans le respect des valeurs parentales, mais en même temps dans une volonté d'impliquer, d'engager le parent dans le processus. Ça ne veut pas dire que le parent doit participer aux rencontres de mentorat et qu'on va imaginer des triades, mais qui comprennent les rôles complémentaires que joue l'adulte et bénévole et le parent. Écoutez, et la troisième message, en fait, sentiment d'efficacité, je vous le disais en introduction, ce n'est pas des dispositions stables. Ça peut bouger tout au long de la relation. Et donc, quelles actions on devrait prendre des programmes afin de promouvoir ces sentiments d'efficacité-là? Et je reviens un petit peu aux aspects du modèle de Bandura, exposer les mentors à des modèles positifs pendant la formation et les supervisions. Je vous le disais, les supervisions de groupe, ça a été notre surprise. Plus je perçois ça utile, plus je me retrouve dans une trajectoire efficace élevée. Donc, on le sait, là, un thérapeute est efficace s'il est capable de se confier à un autre puis d'être accompagné par quelqu'un d'autre dans le mentorat scolaire ici, mais c'est vrai aussi dans le mentorat communautaire. C'est aussi un mécanisme d'action important, celui d'entendre d'autres mentors me dire que « Ah, j'ai eu de la difficulté, ah, ça, voici mes bons coups, ah, voici pourquoi ça a fonctionné », ça permet de relativiser un peu mon action. Donner des réactions positives et constructives aux mentors, les bons coups, bien préciser les limites du mentorat, on en parlait tout à l'heure, et avoir un lieu pour exprimer mes difficultés et préoccupations. Encore là, c'est évident quand on travaille dans le domaine social, mais quand on travaille dans le domaine communautaire, surtout dans les programmes de mentorat, où on a l'impression qu'en pairant 2 personnes, on les laisse aller, c'est fini. Combien de fois j'ai vu des programmes comme ceux-là, de dire, puis il y a de l'argent, là, jumeler, sélectionner, faire la promotion, on fait tout ça, puis on les laisse aller. Ça ne donne pas grand-chose de faire ça. S'il n'y a pas de formation, puis s'il n'y a pas d'éducation, à moins que l'objectif soit juste d'une intégration passagère, qui a peu d'incidence sur le développement social. Ça va pour la première question? Je pense que j'ai pris 1 heure pour ma première question. Okay. Deuxième mécanisme ou processus, et là, je vais plonger dans les programmes Grands Frères et Grandes Sœurs. Quel type d'interaction ou d'activité favorise la qualité de la relation et ses effets sur le développement des gens? Je vous donne une liste ici. C'est tiré de sites de différents programmes Grands Frères et Grandes Sœurs aux États-Unis. Il y a un site canadien aussi qui existe, il y a même un site de formation qui existe. C'est très, je vous dirais, c'est très intellectuel au sens où beaucoup de textes. Et d'ailleurs, nous, dans notre projet d'innovation sociale, on s'est positionné par rapport à ça. Puis c'est pour ça qu'on fait des petites capsules vidéo. Parce que le bénévole là, qui rentre, qui va être mentor, là, ça ne tente pas d'aller lire ces 15 000 pages-là. Puis c'est fait pour des profs, des intellectuels qui font des demandes de subventions. Mais il y a besoin d'avoir un message clair, rapide. Alors nous, on développe en ce moment des capsules vidéo animées où on traduit ces messages-là sur l'engagement parental, dans le mentorat, sur le growth mindset. On en a un sur comment terminer une relation de mentorat. On en a un sur l'alliance de travail. Et écoutez, on en a 6 de planifiés, puis on est en construction vers ces 6-là. Mais l'idée de base, c'est de les assister à partir de médiums là, simples. Mais donc, il existe des sites où, dans ces sites-là, entre autres, on dit aux mentors, là, voici, vous voulez faire des activités avec vos jeunes, là, voici des activités qui sont
ancré dans le développement. À 5-7 ans, vous pourriez faire ça. Des suggestions. Là. On suggère aux mentors de faire ça. Faire la cuisine. Aller au parc puis nourrir les canards. Jouer à Uno, Crazy, jouer au badminton. On est vraiment dans le mentorat communautaire, grand frère, grande sœur, où on s'amuse. On fait des activités ensemble. Puis, bon. Il y a ces activités-là qui peuvent être inscrits à des âges particuliers dans le développement, 11-13 ans, 14-16 ans. Grand frère, grande sœur, c'est 6-16 ans. Généralement, rarement 17-18 ans, mais c'est souvent 6-16 ans, les étendues d'admissibilité au programme grand frère, grande sœur. Parallèlement à ça, il y a des affirmations claires sur les sites grand frère, grande sœur où on nous dit que le mentorat, ce n'est pas du tutorat. Je vous dis par exemple... la mission de grand frère, grande sœur, c'est de procurer une relation individuelle à l'enfant devant l'adversité. Il y a une dimension de mentorat en milieu scolaire. En fait, si vous lisez rapidement, là, et on affirme tout de suite en disant « ce n'est pas du tutorat », et donc on ne veut pas inculquer l'idée que vous allez intervenir dans les disciplines, dans l'académique, et que vous allez travailler dans cette sphère-là, et qu'on devrait rester plus au niveau relationnel. Par ailleurs, vous avez d'autres sites qui disent « le tutorat, c'est du mentorat ». Autrement dit, plus vous allez être en interaction sur un objectif clair, celui, je ne sais pas moi, de réussir mon cours de maths ou mon cours de sciences, de physique, plus ça va vous permettre progressivement d'installer une relation de confiance, une relation sécuritaire, qui va vous amener à créer des effets sur le développement de l'enfant. Donc, il y a comme des contradictions à l'intérieur même des programmes grand frère, grande sœur, en se disant, devrait-on faire du tutorat ou du mentorat? Ce que la littérature nous dit là-dedans, c'est que dans les programmes de mentorat en milieu scolaire, on est vraiment dans la facture grand frère, grande sœur ici. Les mentors, leurs mentorés sont engagés dans des activités sociales et de tutorat, mais pas à la même intensité. Vous avez les études d'Herrera, là, c'est des rapports nationaux aux États-Unis où on dit, parmi un échantillon de près de 1000 jeunes, au moins une fois, on fait des activités sociales ou de tutorat. Vous voyez, les ratios, c'est quand même important. Ils font les deux. Mais quand on leur demande un peu ou beaucoup, bien là, le tutorat perd sa place, c'est-à-dire surtout des discussions, du sport, du social et aussi du tutorat, mais une fois sur deux pour un peu ou beaucoup. Les données de prévalence là, très sommaires. Là. Oui, il y a du tutorat, ça fait partie des programmes, mais ce n'est pas ce qui est en priorité. Par ailleurs, il y a des études qui ont montré que les activités relationnelles et récréatives ou éducatives sont associées plus fortement à la qualité de la relation de mentorat que les activités de tutorat. Et donc, probablement, parce que si je fais du tutorat, ça va mal dans une discipline. C'est peut-être associé aussi à un échec que je vais vivre dans la discipline, une difficulté que je vais rencontrer. Ça taxe un peu peut-être la qualité de la relation. Et lorsque le mentor adopte un style d'enseignant ou de tuteur, il a aussi tendance à rapporter moins de connexion émotive avec son mentoré. Donc, ça donne des éléments aux gens qui disent « Grand frère, grande sœur, dirigez-vous pas vers le mentorat ». Donc, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on a tenté de voir à travers l'étude que je vais vous présenter, c'est comment différentes activités affectent le lien entre le soutien procuré en mentorat et la qualité de la relation de mentorat. Autrement dit, plus je donne du soutien de différents types, jusqu'à quel point ça va affecter le caractère positif de la relation de mentorat et jusqu'à quel point ça va être modéré par le type d'activité que je vais vivre avec mon mentor en cours de route, peut-être en présumant que le tutorat aura un effet modérateur négatif. Si c'est le cas, ça donnerait des arguments à ceux qui disent « ne mélangeons pas les deux choses ». Alors, on a examiné cette question-là avec des collègues là, qui, entre autres, qui sont au Center for Addictive and Mental Health, David DeWitt et Len Lipman, avec qui j'ai été associé sur 2 projets aux IRSC, et David Dubois, qui était associé au 2e projet, à partir d'une enquête auprès des grands frères et grandes sœurs du Canada que je vais définir tout à l'heure, avec les 3 objectifs suivants: de documenter la prévalence des activités relationnelles et récréatives et de tutorat dans les programmes grands frères et grandes sœurs au Canada, d'examiner les associations de ces types d'activités-là et les perceptions qu'ont les mentorés du soutien perçu et de la qualité de la relation de mentorat,
et puis finalement d'explorer les effets modérateurs des activités, avec l'idée que peut-être certains types d'activités vont avoir des effets un peu négatifs sur le potentiel du soutien à créer des relations harmonieuses. On l'a fait donc dans le contexte de l'étude Grand Frère, Grande Sœur. Je vous résume un peu cette étude-là. Plus de 1000 familles ont participé au Canada. Des familles qui étaient inscrites à 20 agences au Canada. La majorité de ces agences-là étaient dans des milieux urbains. Vancouver, beaucoup. Région de Toronto, beaucoup. Montréal, il y en avait aussi à Montréal. Donc, surtout des milieux urbains. Sur les 1000 familles, on a un taux de réponse de 77 %. C'est les agences qui invitaient les familles à participer au projet. On a fait des entrevues face à face avec les enfants dans les milieux familiaux et les parents ont complété des questionnaires. Et ça s'est fait au niveau de base, c'est-à-dire au moment où les familles sont inscrites à l'agence. De toute façon, ça marche, c'est que l'enfant est inscrit officiellement à l'agence, mais il n'y a pas un mentor nécessairement tout de suite, selon la disponibilité des mentors. Et dans certains cas, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois avant d'être pairé à un mentor, selon la disponibilité et surtout le match, parce qu'il y a aussi des questions sur les intérêts, le profil et comment on peut trouver un mentor qui est jumelé efficacement au mentoré. Donc, nous, on a pris des mesures au moment où les familles s'inscrivaient à l'agence et 6, 12, 18, 24 et 30 mois après l'inscription. Donc, ça laissait le temps à des gens d'avoir un mentor et de commencer à être mentorés. Et l'engagement dans les grands frères et grandes sœurs, c'est 1 année. Ça ne veut pas dire que tous durent 1 année, mais c'est un engagement signé, moral, que l'adulte de la communauté doit respecter. Et quelques rencontres de sélection et parfois de formation, mais ça varie d'une agence à l'autre. Alors, on a recueilli des données sociodémographiques sur le développement des enfants, les problèmes de comportement, santé psychologique. Des informations aussi été recueillies sur la qualité des relations, le soutien procuré. Bref, c'est une vaste étude là, qui va nous occuper pendant plusieurs années parce qu'il y a eu plusieurs publications en lien avec ça. Moi, j'ai travaillé sur un sous-échantillon pour la question qui nous préoccupe actuellement, celle des activités. 600 jeunes qui ont été engagés dans la relation de mentorat à 6 et 12 mois et qui ont été exposés à au moins 3 mois d'intervention, puisqu'on voulait contrôler pour ceux qui n'étaient pas dans une relation à ce moment-là. Vous avez les caractéristiques, et ça ressemble assez aux caractéristiques des jeunes qui sont dans Grand Frère, Grande Sœur. Un peu plus de filles que de garçons, bien qu'il y ait plus de garçons à risque. Il y a quand même plus de filles qui participent à ces programmes-là. Voyez, là, j'ai laissé ça en anglais, là, mais voyez la distribution des origines ethniques. Vous avez 55 % des enfants qui viennent de familles dont les revenus sont inférieurs à 30 000 $, revenus familial, ce qui est quand même en milieu d'extrême pauvreté. 31 % des familles reçoivent de l'assistance sociale et vous avez le tiers des parents qui n'ont pas complété d'études postsecondaires. Donc ça, c'est un petit peu le profil de l'échantillon qu'on a examiné. Et donc, on a questionné les jeunes sur le soutien perçu, jusqu'à quel point je partage du temps avec mon mentoré, il me montre de l'intérêt, on partage des activités, il accepte bien mes opinions. La qualité de la relation, est-ce que c'est une relation chaleureuse, une relation joyeuse, une relation où le respect règne? Ça, le soutien perçu, ça a été mesuré à 3 et 6 mois. Ça a été mesuré à 6 mois, ou à 12 mois en fait. Et les autres ont aussi été mesurés à 6 et 12 mois. Donc, des activités relationnelles, on parle ensemble en face à face de problèmes que je rencontre, de réussites que je vis. Récréatives, Madecraft, j'ai fait du bricolage, j'ai fait des tissus, j'ai cuisiné, je suis allé au zoo, j'ai fait une visite. Et le tutorat, on a travaillé sur des projets scolaires, il m'a aidé dans mes matières scolaires. Donc, on les a questionnés sur le type d'activité qu'ils avaient vécu en cours de route. Première donnée simple sur la prévalence de ces activités-là. Vous avez une échelle de 1 à 3, là. 1 étant jamais et puis 3 étant souvent. Ce n'est pas super précis, mais ça donne une idée. On voit que les activités relationnelles et centrées sur les habiletés sont plus prévalentes que les activités récréatives, qui, elles, sont plus prévalentes que les activités de tutorat. Donc, ça dépeint un peu l'idée que Grand Frère, Grande Sœur au Canada, le tutorat, ce n'est pas une composante importante. Il y en a qui en reçoivent, mais ce n'est pas la dominante.
On voit aussi que les filles rapportent plus d'activités relationnelles que les garçons. Ce n'est pas une grande surprise. Donc ça permet un petit peu d'avoir un parfum de la prévalence de ces trois grands types d'activités-là. On a regardé la corrélation entre le fait de faire la fréquence de ces activités-là et la qualité MRQ, c'est Mentoring Relationship Quality, donc la qualité de la relation mentorat rapportée par le mentoré, mais aussi rapportée par le parent. Donc vous allez dire pourquoi vous n'avez pas questionné le mentor, parce que les mentors, le taux de participation était trop faible, les données étaient instables. Donc, mais on a les parents, même si le parent n'est pas dans la relation, il entend parler, puis on trouvait que c'est un juge intéressant. De façon intéressante, quelle que soit l'activité, c'est corrélé, ce pas des corrélations très fortes, là, mais ça montre que je vais percevoir du soutien et je vais juger la qualité bonne, ou mes parents vont juger la qualité bonne, plus j'ai fait des activités de tutorat récréatives ou relationnelles. Donc, les trois types d'activités sont associés positivement à la qualité des relations et aux perceptions de soutien. Là était notre question principale, l'effet modérateur des activités pratiquées. En d'autres termes, est-ce que le fait de faire certaines activités vont atténuer le lien entre le soutien reçu et la qualité de la relation? Toujours en sachant que la qualité de la relation, c'est le mécanisme qu'il faut prédire. Toutes les études sur le mentorat vous disent, si vous publiez un article là, sur l'efficacité des grands frères et grandes sœurs, puis que vous n'avez pas comme variable dépendante la qualité de la relation, vous passez à côté de quelque chose. Parce que si ça est là, le reste pourrait suivre. Si ça n'est pas là, il n'y a rien qui va suivre. Donc, on s'aperçoit que je reçois du soutien, ça mène à une meilleure relation de qualité, mais il y a un effet modérateur de l'intensité des activités récréatives. Plus je fais des activités récréatives, plus ma droite est perpendiculaire, là, autrement dit, plus le soutien va conduire à une relation de qualité. Donc, plus je fais des activités récréatives, plus ça aide à ce que le soutien que j'apporte en mentorat va se générer en relation de bonne qualité. Donc, c'est un effet modérateur positif. Quand je regarde l'effet du tutorat, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la courbe, là, elle s'aplanit. Plus je fais du tutorat, plus le lien entre les perceptions de soutien et la qualité de la relation s'atténue. Autrement dit, le tutorat vient nuire à la qualité des processus en mentorat et ça donne des arguments dans le contexte des grands frères et grandes sœurs, faut bien s'entendre. Parce que vous pourriez prendre ça en disant « Oh, mais t'as fait mire, là. Pourquoi t'as fait mire? » On est complètement dans un autre contexte, là. Mais dans le contexte des grands frères et grandes sœurs, faire du tutorat, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est vrai que la qualité de la relation soit perçue par le mentoré, et c'est vrai aussi lorsque c'est rapporté par les parents. Encore plus prononcé, c'est-à-dire votre groupe ici, là, High Tutoring Activities, voici la corrélation entre ça et ça est beaucoup plus faible que si je me retrouve dans un groupe où la prévalence des activités du tutorat est très faible. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette deuxième question? Encourager les agences grands frères et grandes sœurs à prioriser la pratique d'activités relationnelles et récréatives. Ce n'est pas une grande découverte, là, je pense que... Mais ça consolide un peu une connaissance qui n'était pas assise, puis qui montre que, oui, c'est la bonne direction à prendre. Encourager les mentors à s'impliquer dans des activités que les mentorés auront choisies et qui rejoindront leurs intérêts du moment. Vraiment une intervention qu'on dit développementale, centrée sur le jeune, plutôt qu'une intervention prescriptive, centrée sur des objectifs de programme. Dans les programmes Grands Frères, Grandes Sœurs, parfois les gens se sont dit pas assez de structure là-dedans, on devrait avoir des objectifs, par exemple prévenir le décrochage scolaire, puis on va faire des activités de tutorat pour prévenir le décrochage. Bien, la direction qui est prise par Grands Frères et Grandes Sœurs, c'est vraiment non, vous êtes centré sur l'intérêt, les passions, les besoins, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous ne vous improvisez pas comme professionnel, puis vous ne travaillez pas sur des compétences qui ne sont pas les vôtres. On va vous former à une approche dite développementale. Les résultats suggèrent la levée d'un drapeau jaune au regard de la prescription d'activités de tutorat dans les programmes Grands Frères et Grandes Sœurs. Si le tutorat est proposé, s'assurer ce qu'on recommandait, d'abord d'un accord mutuel entre le mentor et le mentoré, parce qu'une approche centrée sur le jeune,
Si le jeune dit, moi, je veux du tutorat, pourquoi pas, là, et on peut travailler dans ce sens-là. Que le tutorat s'initie après qu'il y ait une certaine connexion, il devrait y avoir un X ici, positive entre le mentor et le mentoré, puisque si cette connexion-là n'est pas là, probablement que la réception du tutorat sera moins grande. Que le tutorat ne soit pas vu comme une menace à la relation, chaleur, soutien à l'autonomie, renforcement, on est dans les mêmes idées. Et finalement, que les mentors aient des compétences d'enseignement ou aient été formés à la pratique du mentorat. Aussi un considérant, là, dans la mesure où les agences grands frères, grandes sœurs veulent se lancer dans ce type d'exercice-là. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que si je gère un organisme communautaire, puis si je reçois des parents qui disent « Moi, j'inscris mon enfant, là, mais je veux qu'il y ait de l'aide en maths. » Est-ce que comme coordonnateur, coordonnatrice, responsable d'agence, je dis « On va essayer de trouver d'autres mesures de soutien que grands frères, grandes sœurs, parce que nous, on ne fait pas ça. » Et d'inscrire clairement dans sa mission que ce n'est pas ce qui est visé. Si je vise ça, les recommandations de l'article, c'est de faire attention parce qu'il faut le faire dans un contexte où les gens sont bien formés et bien instruits à le faire convenablement. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Vous êtes encore là? Deuxième question, vous me suivez? C'est beau? OK, j'aborde un troisième concept. Quelles sont les conditions optimales pour favoriser le développement d'une alliance de travail productive entre le mentor et son mentoré? Vous connaissez sans doute ce concept-là là, qui est très clinique et très relié au domaine du counseling également, mais qui a aussi des... L'alliance thérapeutique, c'est ça. C'est la même chose, mais ça a été adapté au contexte de la supervision académique, au contexte du mentorat. Et vous avez les trois dimensions de cette alliance-là, c'est-à-dire jusqu'à quel point j'ai établi une relation de confiance, une connexion avec mon mentoré, jusqu'à quel point dans ma relation il y a des ententes claires sur les buts à poursuivre dans ma relation. Qu'est-ce que tu veux faire de cette relation-là? Où tu veux aller? Peut-on se fixer des objectifs à court et moyen terme? Et est-ce qu'on s'entend clairement sur les activités en mentorat et les responsabilités de chacun? Donc, une entente mutuelle claire sur les tâches. Il y a des gens dans le domaine du mentorat communautaire, grand frère, grande sœur, qui n'aiment pas ces deux aspects-là. Ils ne veulent pas trop de structure. Ils veulent que la connexion soit l'ingrédient magique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on jongle toujours entre le professionnel. On apprend des travaux sur la thérapie que la dimension structure est importante et que la dimension connexion seule n'est pas suffisante. C'est la même chose dans l'intervention des parents. Un parent démocratique, c'est un parent qui communique une chaleur, positivité dans les relations avec son enfant. C'est un parent qui est clair sur les règles, les conséquences. Donc, il y a un élément structure qui est présent. Ça habite aussi ces programmes-là, là. Puis, on se pose la question si la question des buts, c'est nécessaire. Donc, nous, on a essayé de regarder ça. Ce qu'on sait de ça dans le domaine du mentorat, un peu de littérature, bien que ce ne soit pas le concept d'alliance de travail qui a été examiné à proprement vue, là. Les jeunes qui rapportent des degrés modérés de structure et de soutien conditionnel, vous devriez lire inconditionnel ici plutôt que conditionnel, dans leur relation de mentorat, retirent plus de bénéfices psychosociaux de la relation que les jeunes qui sont dans des relations qualifiées de soutien inconditionnel ou dans un groupe contrôle. En d'autres mots, quand on a... Ici, on comparait des jeunes dans Grand Frère, Grande Sœur aux États-Unis. On les a questionnés sur le type de soutien qu'ils recevaient de leur mentor. Et est-ce qu'on travaillait sur des objectifs, sur des buts très précis? Est-ce que le mentor tentait d'évaluer l'atteinte des buts, des objectifs personnels du mentoré? C'est ça les éléments de structure. Ou est-ce que moi, je qualifiais de ma relation, il a toujours été là pour moi, c'est le modèle parfait, il prend soin de moi. Donc, ce qu'on appelle plutôt du soutien inconditionnel. Bien, les travaux de Layhout et Rhodes et compagnie là, montraient que c'est pas dans la relation où je juge que le soutien est inconditionnel que ça génère les meilleurs résultats, mais c'est quand les éléments de structure sont un peu présents. La même chose dans les travaux qualitatifs d'Hamilton. Les relations qui perdurent dans le temps, qui sont perçues aidantes par les mentorés, sont celles dans lesquelles des objectifs de travail spécifiques sont définis et entendus mutuellement. Le mot « mutuellement » revient souvent, l'idée que ce n'est pas une prescription du programme, ce sont des objectifs définis ensemble. Ça reflète un peu l'idée du
concept d'alliance de travail. Et c'est aussi cohérent avec le modèle. Si vous avez à vous intéresser au mentorat communautaire, grand frère, grande sœur, ou ce type de programme-là, c'est le modèle qui est le plus cité, qui est le plus analysé dans le contexte du mentorat, celui de Gene Rhodes, où elle dit simplement qu'une relation de mentorat qui passe par des ententes mutuelles, de la confiance et de l'empathie entre le mentor et le mentoré, va conduire à des effets positifs par développement socio-émotionnel, faire confiance aux adultes. J'arrive souvent d'un milieu familial où le rejet, la séparation a peut-être été omniprésent. Je construis une relation de confiance avec un adulte, donc ça va passer par le développement social. Ça passe aussi par le développement cognitif. Vygotsky va dire qu'on apprend plus dans un contexte où on est guidé, accompagné, structuré, quand nous, on s'intéresse à la précision du feedback. On forme nos mentors à avoir du feedback précis. Moi, je suis en psychopédagogie, puis quand je donne des cours à mes futurs profs, je leur dis prenez conscience quand vous donnez une rétroaction dans un travail. En soi, c'est une science. Comment donner la rétroaction? Comment elle doit être utile? Comment elle peut faire avancer les apprentissages? Des fois, on peut donner des commentaires, mais ces commentaires-là n'ont aucune utilité parce que la façon dont ils sont reçus comme étant de façon très passive. Là. Mais si vous les formulez puis vous organisez le feedback, ça permet à l'étudiant de se l'approprier, de réviser puis d'améliorer ses apprentissages. Donc, au plan cognitif, on est dans une relation où on parle, on est avec le jeune. Comment avoir un soutien structuré informatif? Et au plan du développement identitaire, là, comment je peux progressivement aspirer aux qualités, valeurs, attitudes de mon mentor. Puisque j'ai été accompagné pendant 1 an, je veux lui ressembler. Alors, ce sont 3 processus pour Rhodes. Mais tout ça pour dire que tout ça est conditionnel à ça ici, cette boîte-là, qu'on peut ramener au concept d'alliance de travail, ce qui est l'objet de ce qu'on a regardé dans cette étude-là. D'ailleurs, mon collègue Georges ici était co-auteur de l'étude. On a regardé si les étudiants à risque qui développent une alliance de travail positive avec leur mentor s'adaptent mieux à leurs études collégiales. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ça dans le programme Zénith. Je l'ai introduit rapidement en début de présentation. Zénith, c'est un programme de prévention indiqué aux étudiants qui, en première session, ont échoué de la moitié de leur cours, mais qui avaient une moyenne de 70 et plus au secondaire. Donc, qui n'étaient pas préparés à la transition collégiale, qui se retrouvaient à l'époque sous un article, parce que les collèges avaient un article de loi qui disait que si tu échoues la moitié de tes cours, tu es obligé d'inscrire la poursuite de tes études dans un plan d'intervention, puis que tu suives un peu les prescriptions des conseillers qui vont t'accompagner là-dedans. Alors, à Sainte-Foy, ils ont développé le programme Zénith, 2 axes. Un axe centré sur l'implication sociale. C'est pas centré sur les habiletés de travail. Les autres sont partis avec le postulat, là. C'est des gens qui ont des acquis, qui, pour des raisons de sens, de questionnement vocationnel, d'intérêt, ont décroché, mais décroché d'aplomb, là, parce qu'ils ont échoué la moitié de leur cours. Ils ne travaillent pas du tout sur les habitudes de travail puis les habiletés de travail, mais sur l'implication communautaire et sur l'introspection par l'accompagnement d'un prof mentor. Donc, nous, on s'est intéressé à des données en lien avec ce programme-là, notamment en comparant un groupe expérimental, 25 étudiants qui ont été assignés à Zénith, à 25 étudiants qui ont été assignés à un groupe témoin sur la base des mêmes moyennes au secondaire et en première session. Donc, un groupe qui était fort, mais qui s'est planté aussi, mais qui n'était pas dans Zénith. En fonction du sexe et du programme d'études. Donc, on a apparié nos 25 expérimentaux à 25 témoins qu'on a questionnés par la suite sur la base d'un ensemble d'évaluations. Un pré-test au début de la session, Zénith, c'est à l'hiver. Ils se plantent à l'automne, rentrent au cégep à l'automne, ils se plantent, ils ont le programme à l'hiver. Donc, au début de la session hiver, il y avait un pré-test avant le programme, un post-test à la fin de la session, et 7 mois après, on les relançait. On les a questionnés sur leur motivation scolaire, sur leur adaptation collégiale, sur des outils qui ont été développés pour les populations collégiales, sur leurs intentions de persévérance, mais aussi sur l'alliance de travail qu'ils avaient développée avec leur mentor, en questionnant le mentor également. C'est-à-dire que l'alliance, on l'a
évalués par le point de vue du mentor et du mentoré. Et vous avez des exemples. Là, je fais confiance à mon mentor, l'échelle connexion, bonding. Les buts, mon mentor et moi avons identifié des objectifs de travail sur lesquels nous travaillons actuellement. Mon mentor et moi, pour tâche, sommes d'accord sur les choses que je devrais faire en mentorat afin d'améliorer ma situation. Donc, d'avoir une idée de l'alliance de travail qui peut être développée en mentorat. Quelques données de ce projet intéressantes. La première, c'est que les corrélations entre le point de vue du mentor, ici on utilise protégé, là. Vous voyez mon évolution, c'est un article qui date un peu, là, mais maintenant je n'utilise plus le terme protégé, je parle de mentees plutôt. Là. Mais les corrélations ne sont pas si fortes que ça. C'est les mêmes questions qui sont posées au mentor-mentoré. Autrement dit, vous avez une diade, vous les suivez, vous faites de l'intervention individuelle sans doute là, dans vos... si vous questionnez sur c'est quoi la qualité de notre relation, on explique à peu près 20 à 25 % de variance. Là. Ça veut dire que chacun dans sa tête voit des choses parfois différentes. C'est corrélé, mais on se serait peut-être attendu à des corrélations plus fortes. C'est la même chose, Georges, tu connais ça, là. On questionne père, mère, ado, avec les mêmes questions. Les corrélations ne sont pas plus fortes que ça. Chacun, dans sa tête, construit sa représentation de la relation. Donc, des corrélations qui sont, somme toute, modérées. Et l'autre intérêt, c'est quand on a comparé la poursuite de but, de tâches et la connexion mentor-mentoré, quand on questionne les mentorés, dans notre programme, là, ils ont évalué moins positivement ces dimensions-là que les mentors l'ont fait. C'est pas catastrophique, c'est des échelles de 1 à 7. 7 étant, on s'entend clairement sur les buts, on s'entend clairement sur les tâches, puis la connexion est très forte. Donc, ils sont 5,75 sur 7, c'est quand même raisonnable. Mais statistiquement, ils sont systématiquement plus faibles que les mentors. Avez-vous une interprétation? C'est-tu cohérent avec si vous aviez évalué l'alliance entre vous et les gens auprès de qui vous intervenez? Pensez-vous que vous êtes plus critique que le jeune que vous suivez? Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Mais... Je voudrais donner la bonne réponse. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste des mauvaises réponses. Quand il n'est pas pédagogue. Il n'y a pas de bonnes, il y a juste des mauvaises. Et mon sens, c'est que ça revient un peu à des éléments que tu mentionnais tantôt, de sentiment de compétence ou de... les mentors vont être en train de réfléchir peut-être à quelque chose d'un peu différent des mentorés. Les mentors sont en train de se poser la question, est-ce qu'on chemine vers quelque chose, c'est des attentes que j'ai là. Le mentoré est davantage en train de réfléchir à des notes ou des éléments. Oui, je pense que c'est ça. OK. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre échantillon en 4 cadrans sur la base des scores médians là, de connexion, d'entente sur les buts, d'entente sur les tâches. Fait que si vous avez ce groupe ici qui a une relation positive, une connexion positive, des ententes fortes sur les tâches ou les buts, versus les 3 autres groupes où l'entente n'est pas là. Ici, c'est que et le mentoré et le mentor, dans son auto-rapport de l'alliance, c'est entendu que c'était au-dessus de la médiane. C'est ça que ça veut dire. La médiane, on divise la distribution en deux. Là. On prend la distribution supérieure. Et si les deux s'entendent, on l'a identifié à ce groupe-là. Si un ou l'autre ne s'entend pas, là, ils peuvent se retrouver dans ces 3 cadrans-là. Là. On les met dans le groupe « Autres conditions ». Vous allez comprendre à partir du prochain graphique. On a donc, par exemple, entente fort sur les buts, élevé, faible, ça c'est toutes les autres conditions, mais on a aussi un groupe contrôle, notre groupe matché tout à l'heure, là, qui a même réussite au secondaire. Il s'est planté aussi à la première session, mais il n'y a pas eu zénith, là, c'est notre groupe matché. Alors, on a comparé nos 3 groupes, le pré-test avant zénith, le post-test à la fin du zénith de la session d'hiver, et le suivi 7 mois après, sur, par exemple, le sentiment de compétence scolaire du mentoré. Et on voit donc que le groupe ici, comparativement aux 2 autres groupes, et le groupe où les ententes ont été faibles sur les buts, et le groupe contrôle, c'est le groupe où les ententes sont élevées qui se démarque des 2 autres. Ça nous dit 2 choses, en fait. Puis les autres graphiques ressemblent à ça. Ça nous dit que
on n'améliore pas la situation de tout le monde. Si l'alliance n'est pas là, tu ne te démarqueras pas dans les groupes contrôle. Fait que t'as beau pairer un mentor, un mentoré, s'il ne réussit pas à développer et à construire cette alliance-là, là, il ne fera pas mieux qu'un groupe contrôle sur lequel tu n'es pas intervenu. C'est ça que ça veut dire ici. Les seuls mentorés qui se sont améliorés, c'est ceux qui se sont retrouvés dans la condition là, entente élevée sur les buts. Vous avez la même chose ici pour la participation. Ça se traduit la participation en classe, la participation dans les études de l'étudiant. Vous voyez des progressions importantes pour le groupe à conditions élevées, alors que les deux autres groupes, là, contrôle et conditions faibles, et là, il y a eu de l'investissement là-dedans. Il y a eu des profs qui sont intervenus, ont fait du soutien individualisé. Ça ne marche pas pour eux. La même chose ici pour les intentions de persistance qui s'observent plutôt au suivi. Le groupe où les ententes ont été élevées, il n'y a plus d'intervention ici. L'intervention a duré entre là et là. Ici, il n'y en a plus. Bien, les intentions de persévérance augmentent après la session, ce qui est intéressant. Ici, c'est un peu bizarre comme résultat, mais c'est le résultat, là. C'est difficile à interpréter sur la recherche d'aide auprès des enseignants. Mais jusqu'à maintenant, là, sur 3 des 4 variables, là, on a un effet probant pour le groupe qui est associé à une alliance de travail plutôt positive. Même chose pour le sentiment de compétence scolaire en lien avec la connexion. Tantôt, on était avec les buts, maintenant, on est avec la qualité de la connexion. Même chose ici par rapport à la participation en lien avec la connexion. Donc, en d'autres termes, si je réussis rapidement à instaurer une alliance de travail dans un contexte de mentorat où je suis un prof, je ne suis pas un professionnel, mais je réussis à connecter puis à m'entendre clairement sur des buts, des objectifs, à clarifier tout ça, je vais générer des effets probants. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'entend parce qu'il y avait la condition de gens qui avaient de faibles ententes qui, eux, ne généraient pas d'effet par rapport à un groupe contrôle. La suite et la fin de mon propos, mais je vais essayer d'arrêter dans 5 minutes pour qu'on puisse échanger un peu. Puisque les dimensions banding et entente sur les buts semblent générer des effets probants sur l'ajustement, peut-on identifier des caractéristiques des mentorés qui prédisent ces dimensions? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des caractéristiques chez les jeunes chez qui on intervient qui permettraient d'expliquer que la connexion ou les ententes sont plus faciles ou plus difficiles? Vous n'aurez probablement pas de surprise là-dedans. Je vais passer vite, je m'excuse, là, mais tout ça pour vous dire que les données que je vais présenter sont dans le contexte d'un autre programme de mentorat qui s'appelle Accès, qui est un programme où on a formé des enseignants ressources qui interviennent en première secondaire. Je vous le disais en introduction qu'un enseignant ressource, c'est quelqu'un qui est dégrévé pour une partie de sa tâche, pour, entre autres, faire de l'accompagnement d'élèves à risque. Le ministère donne une enveloppe à l'école. L'école dégrève, peut faire de l'accompagnement, mais peut aussi aider ses collègues dans les classes où il y a un nombre important d'élèves à risque. Nous, on les a formés sur des enjeux de la transition primaire-secondaire. On n'est pas dans le contexte du secondaire collégial, on est dans le contexte primaire-secondaire. On les a formés sur les pratiques exemplaires en mentorat et aussi sur des pratiques exemplaires dans le domaine cognitif-comportemental, c'est-à-dire la restructuration cognitive, le renforcement, le soutien à la résolution de problèmes, l'autocontrôle, le soutien à l'autonomie. Il y a toute une littérature qui montre qu'on peut, en prévention, on peut former les enseignants à ces approches-là. Ils ne se suppléent pas à des professionnels, mais ils sont très aptes à pouvoir accompagner des jeunes et à les amener, par exemple, à dédramatiser des situations par la restriction cognitive. Le renforcement, il y a des principes de base que vous connaissez, là. Être autonome dans la résolution de problèmes, l'autocontrôle des émotions et le soutien à l'autonomie. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je passe les détails sur la façon dont on l'a fait, mais il y a, comme je vous dis, on a des capsules vidéo, des guides. Si vous avez un intérêt là-dessus, ça me fera plaisir de tout vous partager ça. Les enseignants qu'on a formés ont été pairés à 120 élèves de première secondaire. Vous voyez le ratio. En majorité des garçons, la majorité ont reçu des services professionnels à l'école primaire. 42% étaient dans des plans d'intervention individualisés. Le tiers avait doublé une année au primaire. Donc, on est vraiment dans une clientèle résiliente, là, à haut risque, avec des familles... 30% des familles avec des revenus inférieurs à 40 000.
Mais au niveau de l'histoire scolaire, là, c'est des jeunes qui ont montré certaines difficultés. Ils ont fait donc du mentorat pendant toute l'année scolaire, de septembre à juin. Ils ont été supervisés par un mentor expert, puis ils ont participé à des groupes de soutien entre mentors, un peu comme dans MIR, mais ici avec un volet de prévention scolaire assez affirmé dans ce programme-là. Donc, on est encore en train de colliger des données dans ce projet-là. Une étude quasi expérimentale qui a impliqué 6 temps de mesure, un pré-test, mi-parcours, post-test et 12, 24, 48 mois après la fin du programme. On ne les pas en première secondaire, on les suit jusqu'en 5e secondaire, entre autres parce qu'une des intentions, c'est de voir si ça prévient contre le décrochage scolaire. Donc, on les suit pendant toute leur année scolaire au secondaire. Et les données que je vais rapporter maintenant vont porter sur la mesure de l'alliance à mi-parcours. Ils commencent le programme à l'automne, ils ont un pré-test. En décembre, on évalue l'alliance de travail. Donc, à mi-parcours de leur exposition au programme, il y a un post-test. Alors, je vais rapporter des données sur l'alliance à mi-parcours et sur les caractéristiques socio-démographiques et dispositions scolaires au pré-test. L'idée de base, c'est de voir est-ce que je suis capable de prédire l'alliance qui va se développer après une session dans ce programme-là à partir de la connaissance des caractéristiques de mes mentorés. Donc, on a commencé à regarder le lien entre, pour y faire des prédictions, le sexe du participant, statut parental, éducation, revenu, services reçus au primaire, que ce soit psychosocial, le redoublement. Ce qu'on observe, pour ceux qui travaillent dans un centre sur la famille, vous allez dire c'est un raccourci, et je vous le concède tout de suite. On a comparé les jeunes qui venaient de familles mariées, où les 2 parents sont mariés, c'est-à-dire vivent ensemble, versus toute autre situation. C'est pas parfait, là, puis je suis conscient. Mais ce qu'on montre, c'est que la connexion est plus difficile, plus faible, le bonding, et les ententes sur les buts sont plus faibles. Si j'accompagne un mentoré dont les parents ne sont pas mariés ou mentoré qui a vécu une séparation. Retenez ça, mais retenez toute l'information dans son ensemble parce que ça dit la même chose. La connexion est significativement plus difficile, pas dramatique, là. C'est une échelle de 1 à 7. Là. Je connecte, c'est un programme d'intervention, on a formé, mais elle est plus difficile quand même avec les mentorés dont les parents n'avaient pas fait d'études postsecondaires. On retient ça. La connexion est plus difficile si mon jeune a reçu des services psychologiques au primaire. Les ententes sur les buts sont plus difficiles si mon jeune a reçu des services psychologiques au primaire. Si mon jeune a redoublé au primaire, c'est là, il y a des écarts de 2 points sur une échelle de 1 à 7. C'est quand même très important, là. La connexion est beaucoup plus difficile, puis les ententes sur les buts sont beaucoup plus difficiles. Donc, l'alliance est un défi de tous les jours lorsque je dois accompagner des jeunes qui ont des ressources, soit personnelles, sociales, plus limitées. Je ne vous apprends rien là non plus, mais c'est important de le savoir parce que si tu es mentor et tu te poses 1001 questions, et je ramène ça à notre sentiment d'efficacité en début de présentation, ça nourrit un petit peu mon questionnement sur ma capacité à aider ces jeunes-là. C'est que l'alliance est plus difficile à développer avec des jeunes qui ont des histoires de vie très difficiles. Je ne vous apprends rien là, vous travaillez tous les jours avec ces jeunes-là. On a donc continué à regarder ça, mais au-delà des caractéristiques socio-démographiques, est-ce que les problèmes de comportement, les stratégies cognitives que présentaient les étudiants en début de programme, est-ce que le soutien des parents, les conflits qu'ils vivent avec les parents et aussi la qualité des relations qu'ils avaient avec les enseignants du primaire et même leur capacité à rechercher de l'aide auprès des enseignants du primaire, est-ce que ça peut expliquer au-delà des caractéristiques socio-démographiques cette alliance de travail-là? Donc, ici, ce que vous avez, c'est le résultat d'une régression linéaire multiple en étapes où on prédit la qualité de la connexion à partir des caractéristiques socio-démographiques. On les a contrôlées. Donc, tout ce qu'on a vu qu'il y avait des effets, là, on a contrôlé ça. Au-delà de ça, on s'aperçoit que les stratégies cognitives vont prédire positivement la connexion. Meilleures sont les stratégies cognitives de l'enfant au pré-test. Meilleure sera la qualité de la connexion à mi-parcours. Au-delà de ça, si je vis des conflits parentaux, ça va atténuer, diminuer ma connexion avec mon mentor. Si je vis du soutien parental, ça va améliorer
au-delà des caractéristiques sociodémographiques. Si je rapporte avoir eu des qualités, des relations de qualité avec mes enseignants du primaire, ça va améliorer ma connexion avec mon mentor au secondaire dans le programme Accès. Donc, le passé explique le futur un peu, puis nous met face aux défis des jeunes qui sont dans des environnements où le soutien est plus difficile. Écoutez, c'est la même histoire tout le long, là, je vais passer vite parce que ça va valoir la peine qu'on discute. Quand on prédit les dimensions autour des buts, on a le même phénomène là, de relations négatives, les problèmes de comportement, mauvaise connexion, conflit parental, connexion plus difficile, qualité de la relation avec les enseignants, connexion plus facile avec mon mentor, etc. Je conclus en vous disant que l'alliance, c'est deux choses. Hein. C'est la qualité de la connexion, mais c'est aussi des ententes claires sur les buts et les objectifs. Il y a toute une littérature qui existe, je ne passerai pas à travers tout ça, là, mais il y a des chapitres qui ont été écrits sur comment en anglais, le goal setting, là, comment, comme intervenant communautaire, on doit établir, construire des buts avec nos jeunes et que c'est important de le faire rapidement à travers la connexion qu'on établit. Et on donne quelques recommandations de prescription sur le fait d'établir des buts à court terme qui soient bien faits, entre autres, de le faire, de discuter après quelques rencontres préalablement. Là. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, une fois que la connexion est installée, que les buts ne doivent pas être perçus comme des prescriptions, qu'ils doivent être entendus mutuellement, etc., etc. On propose même des grilles pour évaluer l'atteinte de ces buts-là, de dire, on s'est fixé un objectif, où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif-là, comment on peut le consolider et réinvestir éventuellement dans le programme. Donc, il y a une littérature là-dessus, puis je pense que ce qu'on retient de ces données-là sur l'Alliance, c'est l'importance de ne pas penser que ça ne passe que par la connexion. Au-delà de ça, il y a une structure, il y a une organisation, il y a des buts fixés, puis on doit viser l'atteinte de ces buts-là. Que les buts doivent être soulignés par un rituel, une célébration. Bravo, tu as atteint l'objectif. Bon, c'est des choses que vous connaissez sans doute.